Bonjour, bonjour à tous et merci. Bienvenue si vous nous rejoignez dans nos différentes ondes ce matin KTV, le live Facebook de KTV, mais également Kwezi FM. Oui, la France est considérée comme étant l'un des pays qui lutte mieux lutte contre l'illettrisme, mais qu'en est-il à notre outre-mer, notamment dans notre 101e département français? On va en parler avec Fatima Hassani, qui est notre invitée ce matin. La lutte contre l'illettrisme, vous le savez, depuis le 7 jusqu'au 13, si je ne me trompe pas, devait avoir en tout cas ces journées nationales de lutte contre l'illettrisme. Avec la crise sanitaire, ça n'a pas été facile. Fatima, bonjour et bienvenue. Oui, bonjour. Bonjour à tous les auditeurs. Merci de me recevoir sur le plateau. Oui, effectivement, la semaine dernière, du 7 au 13, étaient organisées les Journées nationales d'action contre l'illettrisme. C'est un événement qui est organisé porté par la NLCI, l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme, et du coup qui se décline sur tous les territoires de France, toutes les régions dont les Outre-mer. Et ici à Mayotte, la plateforme organise ces actions-là en partenariat avec du coup pas mal d'acteurs du territoire, avec le département sous l'égide de la préfecture et du département. Et du coup, elles sont aussi parrainées par la NLCI, l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme. Alors, on le sait, Fatima, que depuis longtemps, je disais, depuis 1984, qu'en tout cas, la France a considéré comme étant dans ces régions, il y a encore des gens aujourd'hui qui ne savent pas lire, écrire. Et pourtant, aujourd'hui, quand on voit l'évolution de l'éducation nationale, à 3 ans, on scolarise. Est-ce que à Mayotte, finalement, si on veut rester que sur Mayotte, on a vu un changement au fil des années? Est-ce qu'aujourd'hui, nos jeunes arrivent à lire mieux ou à écrire mieux que nous auparavant, par exemple? Alors, pour qu'il y ait des véritables constats avérés, il faudrait qu'il puisse y avoir des études. Ce que l'on sait, c'est que concernant la lutte contre, en tout cas le public qui est en difficulté, nous avons les chiffres selon les enquêtes INSEE 2012 qui révèlent que 58% de la population est en situation d'illettrisme et 39% analphabète. Ah ouais, et du coup, il est aussi important de distinguer notre champ d'intervention parce que oui, effectivement, vous avez parlé de l'éducation nationale, mais nous intervenons chez le public des plus de 16 ans. Et puis l'éducation nationale, les moins de 16 ans, c'est pas notre compétence. Et donc, effectivement, cette problématique est très importante sur ce territoire. Et en 2015, il a été mis en place un plan d'action en concertation avec pas mal d'acteurs sur le territoire, à l'initiative des 4 grands financeurs de la formation professionnelle à Mayotte, à savoir le conseil départemental, l'État, via la DIECT, le Opcalia qui est Acto maintenant, et Pôle emploi qui ont porté du coup la mise en place d'un plan d'action concerté pour la lutte contre l'illettrisme et l'analphabétisme. Ce plan d'action a été validé pour une période de 5 ans et porte un certain nombre d'axes qui sont autant des solutions, des dispositifs qui peuvent être déployés sur le territoire pour pouvoir accompagner à la fois les acteurs, mais aussi venir en appui, en tout cas former le public qui est en difficulté. Et les 7 axes d'intervention, on a un axe sur du coup la nécessité de mettre en place des études complémentaires. Pourquoi? Parce que justement tout à l'heure on le disait, les enquêtes INSEE révélaient qu'il y a 58% et c'est les enquêtes 2012, donc elles sont très anciennes. Bien sûr. Elles sont pas récentes, pas actualisées, mais aussi il y a une autre nécessité, c'est de dire que oui, nous sommes à Mayotte. Nous parlons de l'illettrisme, nous parlons de l'analphabétisme. Pourtant, dans les 39% qui sont considérés comme analphabètes, 90% ont été scolarisés dans les Choni et Madrasa via les enseignements traditionnels. Et donc, il y a une autre approche qui est importante à considérer dans la mise en place d'actions pour le public en difficulté, c'est de dire qu'ils ont des acquis, certes. Donc, quand ils ont été scolarisés dans les enseignements traditionnels, c'est qu'ils ont appris l'arabe par l'écriture, ils savent lire aussi. Et c'est important de considérer aussi ces faits-là parce que
ça peut être servi comme des effets leviers, comment dire, des moyens qui vont permettre aussi d'aller vers le français. Et du coup, toute cette action-là, elle est sur la nécessité de mettre des études pour mieux connaître le public qui est à Mayotte. Et cette plateforme, elle a aussi du coup une approche très importante par rapport au multilinguisme du coup du territoire, c'est-à-dire qu'on considère l'ensemble des langues qui sont parlées, qui sont lues dans le territoire pour l'apprentissage du français. Léonard Audier a une question pour vous, Fatima. Justement, quelles actions vous mettez en place à Mayotte pour lutter justement contre cet illettrisme? Alors, nous mettons des actions, la lutte contre l'illettrisme, quand on entend action, on pense tout de suite aux actions de formation, bien sûr. Nous avons un axe sur les actions de formation. Nous avons tout des actions du coup qui ont été mises en place depuis la mise en place de la plateforme. Concrètement, le plan d'action, au déploiement du plan d'action opérationnel en 2017, il y a un dispositif qui s'appelle formation territorialisée, qui est à destination des parents, des adultes qui ont des enfants scolarisés dans les établissements scolaires, dans l'école primaire. Et ce dispositif vise à l'accompagnement du coup de ces adultes en formation pour qu'ils puissent connaître, apprendre sur le suivi, apprendre le français pour pouvoir suivre la scolarité de leurs enfants, mais aussi pour qu'ils puissent se débrouiller dans la vie de tous les jours, dans leur vie quotidienne. Et du coup, il y a déjà eu 3 sessions de formation qui ont été mises en place. En gros, nous avons formé à peu près 800 personnes sur ce dispositif-là, depuis 2016-2017 jusqu'à aujourd'hui. C'était 800 personnes qui étaient illettrées. 800 personnes qui n'ont jamais été scolarisées, parce que, analphabètes. Voilà. Est-ce qu'après ces formations-là, ils ont tout d'un coup su lire, su écrire? Alors oui, parce que en fait, c'est des personnes qui sont quand même très loin de l'emploi et très loin de l'écrit, du coup, et la progression, l'évolution, elle est progressive, et du coup, c'est des personnes à l'issue, ils savent à minima, décoder, lire un petit peu, ils ont acquis une petite maîtrise, mais il y a encore des actions à poursuivre pour qu'ils puissent être mais vraiment autonomes dans leur vie de tous les jours, parce que j'ai oublié de le préciser tout à l'heure, selon les définitions illettrisme et analphabétisme, il y a ces deux champs qui peuvent être distingués aussi, parce que concernant l'illettrisme, ce sont des personnes selon les définitions INSEE qui ont été scolarisées mais qui n'ont pas acquis une maîtrise suffisante de l'écrit, de la lecture pour pouvoir se débrouiller dans la vie de tous les jours. Et pour les personnes qui sont considérées comme étant analphabètes, donc c'est les personnes qui n'ont jamais été scolarisées, ou bien peut-être aussi un petit peu, mais qui ne sont pas aussi suffisamment, qui n'ont pas du tout de maîtrise des savoirs de base, lire, écrire, compter, pour pouvoir se débrouiller dans la vie de tous les jours. Oui, parce que eux, leur mode de fonctionnement, c'était par la parole. Oui. Tout simplement. Voilà, tout simplement, c'est par la parole. Nous sommes dans une société qui est très orale aussi, qui était très orale, mais l'écrit revêt d'une importance capitale parce que nous sommes aussi dans le monde de l'écrit, et du coup, toute l'importance aussi de pouvoir apprendre et aussi acquérir des compétences en écrit pour pouvoir Alors, aujourd'hui, Fatima, quand, par exemple, vous menez ces actions-là, où vous avez suivi une personne ou un groupe de personnes jusqu'à telle date avec un délai, à quel moment on peut se dire, ça y est, cette personne n'est plus illettrée? C'est-à-dire dès qu'il commence à décoder, ou est-ce que le travail doit continuer de son propre chef? En fait, il y a des outils. En fait, quand on met en place des formations, on ne peut pas mettre en place des formations sans des outils d'évaluation, parce que c'est ce qui nous permet du coup effectivement de dire et de voir qu'une telle personne a atteint un niveau supérieur ou est sortie de l'illettrisme. Et s'agissant de ces outils-là, en fait, il y a des référentiels. Il y a le référentiel ANLCI, par exemple, qui à 4 degrés, en fait, selon les 2 degrés, plus tu montes, en fait, le degré 1, c'est là où le public qui est considéré comme étant illettrisme. Le degré 2, à partir du degré 2, en fait, la personne commence à sortir de l'illettrisme. D'accord.
Et du coup, c'est des outils qui permettent d'évaluer ces différents niveaux de formation. Mais en fait, cet outil n'est pas non plus, ne permet pas de prendre en compte l'ensemble de notre public parce que nous l'avons dit, le public est très éloigné de l'emploi. Et du coup, ce référentiel-là, pour ce référentiel, il nous a été nécessaire de mettre en place un autre référentiel, mais qui s'appuie du coup sur celui de l'ANLCI pour pouvoir aussi évaluer. Parce que, en fait, pour vous dire que la mise en place de cette plateforme, il y a eu au départ en fait un ensemble de thématiques qui ont servi de moteur en quelque sorte pour pouvoir mettre en place le plan d'action. Et le constat qui a été fait, c'est qu'effectivement il y a un manque d'outils, outils d'évaluation, outils des méthodes pédagogiques qui sont vraiment adaptés au public. Et du coup, nous mettons à la fois des actions de formation, mais nous accompagnons aussi sur la construction d'outils pour pouvoir mieux répondre à nos spécificités, à nos particularités, à savoir, nous sommes dans un territoire avec du coup un public qui sait lire, qui sait s'exprimer aussi, beaucoup via les langues maternelles aussi. Et donc, c'est important de pouvoir en prendre en compte. Vous avez dit qu'il y avait plusieurs sessions que vous avez faites par rapport à ces 800 personnes, vous parlez tout à l'heure, mais est-ce qu'une fois les sessions terminées, est-ce que vous les suivez ? Est-ce qu'il y a un suivi derrière ou est-ce qu'ils sont relâchés dans la nature, je dirais entre guillemets, et ils vont peut-être perdre l'acquis qu'ils ont eu pendant les sessions ? Alors, ils sont suivis. Nous mettons en place, en fait, quand on met en place du coup les actions, il y a tout un processus. Parce qu'il y a la formation, il y a l'évaluation à la fin, mais il y a effectivement un suivi à 3 mois, 6 mois pour permettre justement de voir leur progression, s'ils sont insérés, parce qu'il y en a qui trouvent de l'emploi aussi, même pendant la formation, s'ils ont accédé à une autre action de formation. Mais au-delà aussi, c'est de travailler sur la complémentarité et c'est ce que nous sommes en train de faire aussi avec le département, c'est-à-dire c'est que nous prenons en charge le public qui est très loin de l'emploi et après il faut qu'il y ait une suite. Du coup, la suite, elle va être garantie par aussi nos partenaires. Ça peut être le département, ça peut être le Acto aussi, ça peut être tout acteur en fait qui intervient, qui prend sur le public en difficulté. Et donc il y a un travail énorme qu'on est en train de faire en ce moment justement sur le suivi, la mise en place des actions pour qu'il y ait un suivi justement une fois qu'on a fini de les former sur du coup nos thématiques, qu'il puisse y avoir des suites et justement les sessions passées du coup de 2017 et 2018 on va essayer de mettre en place justement en lien avec les acteurs des actions pour pouvoir justement qu'ils puissent suivre des actions alors on le sait Fatima qu'avec l'arrivée de ce virus ça n'a pas arrangé grand chose puisque ceux qui aussi donc avaient déjà commencé ou avaient commencé à assimiler en tout cas l'écriture ou la lecture. Donc ça n'a pas été facile. Certains ont été obligés pendant la crise sanitaire de passer par le télétravail. Donc est-ce que là aussi, parce qu'en ce moment ça commence à se dénouer un tout petit peu, est-ce que là vous allez faire ce travail de savoir comment ces personnes-là se sont comportées pendant le confinement puisqu'il fallait passer par le numérique, il n'y a pas eu finalement de session. Est-ce que là vous allez mener ce travail par là aussi ? Alors, pendant le confinement, effectivement, avec la situation sanitaire, nous avons été contraints de stopper les actions parce que notre public, du coup, est très loin. Il y a une fracture numérique aussi très importante pour ce public-là. Et du coup, nous, acteurs, nous avons continué à travailler, mais sur nos actions, la mise en place d'actions, c'est aussi de mettre en place des outils qui permettront au public de pouvoir travailler, de pouvoir faire des formations à distance. Et du coup, il y a des efforts considérables que nous sommes en train de faire, en tout cas, pour pouvoir pallier au manque par rapport aux fractures numériques, parce qu'effectivement, avec cette situation qui est sans précédent, du coup, on s'est rendu compte, mais bien avant, parce que même au niveau du plan d'action, nous avons constaté qu'il nous fallait un outil
qui permettent un outil pour le public qui est très éloigné, du coup pour notre public. Et donc, ça peut être des outils de formation type Serious Game, ou bien être en classe virtuelle, ou bien, pourquoi pas, via la télé. Et du coup, nous sommes en train de voir quel outil, en fait, proposer à ces publics-là pour qu'ils puissent, quand on est dans cette situation, ou voire même pas, enfin, ça peut être aussi, c'est aussi une modalité de formation, les formations à distance via le numérique, pour qu'ils puissent aussi avoir accès à la formation à distance. Alors, les gens qui nous écoutent, Fatima, qui nous regardent, si j'ai un oncle, une tata, en tout cas quelqu'un qui aimerait aujourd'hui, profiter aussi de ces actions, parce que là, on sait que la semaine vous n'avez pas pu finalement organiser tout ce qui avait été prévu, mais ces personnes-là doivent s'adresser où, chez qui, par qui Alors, il faut savoir que oui, nous sommes la plateforme, donc le public lui-même, les tatis, les mamans, les personnes qui souhaitent bénéficier des actions de formation, il faut nous avons 3 dispositifs. Je vous ai parlé des formations territorialisées tout à l'heure. Il y a aussi un dispositif qui s'appelle Compétences Cléa pour les jeunes, pour les demandeurs d'emploi. Il y a aussi un dispositif qui s'appelle Formation couplée, qui est une action de formation sur les savoirs de base, du coup, mais qu'on adosse avec un métier. Et du coup, pour formation territorialisée, il faut s'adresser à sa commune, en fait, parce que c'est un dispositif qui est déployé dans tous les territoires, toutes les communes de Mayotte, presque. Du coup, il faut s'adresser à sa commune pour pouvoir être inscrit, parce que c'est la commune qui inscrit. Nous sommes chargés de On peut se rapprocher des CCAS aussi? CCAS aussi. Nous sommes chargés de faire les appels d'offres, de sélectionner les opérateurs. Et puis après, ce sont les organismes de formation qui forment, et c'est les communes, les CCAS et les partenaires de proximité, les associations aussi, par exemple, qui peuvent inscrire le public pour les formations. Et pour les demandeurs d'emploi, les 2 autres dispositifs, ils peuvent s'adresser à Pôle emploi et Mission locale, c'est les prescripteurs du coup, pour pouvoir être inscrits à ces actions-là. Alors, dernière question, Fatima, envoyée par un ami, donc je vais quand même la poser. Il me dit, nos jeunes aujourd'hui, qui sont les grands de demain, écrivent beaucoup en abrégé, c'est-à-dire façon réseaux sociaux. Est-ce que ça voudrait dire que quand même ils ont des difficultés à écrire? La partie entre l'écriture et la lecture. Mais aujourd'hui, tellement ils se sont habitués à en abrégé que même faire une dictée, c'est sans faute la page. Même une dictée, ils écrivent en abrégé. Alors, c'est une habitude, peut-être une mauvaise aussi habitude, que y a pas que les jeunes, même les adultes écrivent beaucoup en abrégé. Mais après, je pense qu'il faut aussi pouvoir accompagner sur la nécessité de se dire que quand on écrit, il y a des codes à l'écrit, et du coup il faut pouvoir respecter les codes. C'est pas parce qu'on écrit forcément en abrégé en fait qu'on est illettré. En fait, il y a d'autres paramètres peut-être à prendre en compte. À mon niveau, je ne suis pas en mesure de dire qu'ils sont illettrés ou pas. Il faut des tests, il faut des évaluations pour pouvoir le montrer, parce que ça veut dire qu'il n'y a pas que les jeunes qui écrivent en abrégé, même les professionnels aussi écrivent. Mais vraiment, en fait, il faut vraiment, pour ne pas catégoriser un tel ou un tel, il faut des outils pour accompagner tous ces processus-là. Et ces outils, c'est des outils d'évaluation. Voilà. Fatima Hassani, merci beaucoup d'être venue à nous éclairer, en tout cas ce matin, par rapport à ce sujet. On sait qu'il est super important. En tout cas, bravo pour le travail que vous faites, et à très vite dans nos antennes. Merci. Voilà, ça sera tout pour ce second temps de parole.